Notre MC Mugin se bat contre le chef d'escouade, Chilbouin, et il joue avec lui comme avec un enfant, évitant même une attaque en plein vol. Ça énerve Chilbouin, et il exige que notre MC se batte comme un homme. Mugin descend alors, ramasse son épée de 100 kilos comme si de rien n'était. Alors qu'ils se précipitent l'un sur l'autre, Mugin retire rapidement son épée et frappe la lame de Chilbouin si fort qu'il repousse son épée. Profitant de cette chance, il frappe Chilbouin au visage si fort qu'il lui aplatit presque le nez et l'envoie s'écraser au sol. Les autres sont choqués parce qu'il n'a jamais été aussi fort auparavant. Pour comprendre pourquoi notre MC peut faire ça à un chef d'escouade, revenons au début. Notre MC, connu sous le nom de démon divin, est un puissant épéiste qui affronte 9 puissants chefs de secte dans une quête de vengeance. Ses compétences d'épée incroyables et terrifiantes lui permettent de rivaliser avec les chefs de secte. Il les abat avec une telle précision qu'ils sont tous confus quant à la façon dont il s'y prend. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils se font couper un par un, ce qui les amène à conclure que notre MC n'est rien d'autre qu'un monstre. Même lorsque ceux qui étaient encore debout ont réussi à l'immobiliser et à lui enfoncer une épée dans le cœur, il s'en est sorti et les a tous envoyés dans l'au-delà, gravant finalement son nom comme le démon divin. Juste au moment où il est sur le point de mourir, sa vie défile devant ses yeux et il ressent le soulagement d'avoir accompli sa mission. Notre MC se souvient du moment où il s'est fait attaquer par 3 enfants parce qu'il était un fauteur de troubles dans le Murim. Il a finalement été sauvé par son maître qui l'a entraîné. Mais à la fin, il a vécu par l'épée, tuant des gens à gauche et à droite. Il se demande si la vie se résume à ce qu'il a fait, et à ce moment-là, il se souvient de sa défunte épouse. Les meilleurs moments de sa vie ont été ceux qu'il a passés avec sa femme, mais ils lui ont ensuite été enlevés. En larmes, il se demande quel est le vrai sens de sa vie, et à la fin, il ferme les yeux dans la mort. Soudain, il entend des râlements tout autour de lui, et il suppose qu'il est en enfer jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et voit un groupe ennuyeux debout devant lui en train de le dénigrer. Notre MC est totalement confus car il ne comprend rien à ce qui se passe. Debout à côté de lui se trouvent 2 enfants, et le garçon défend son frère aîné, disant qu'ils ne peuvent pas céder les arts martiaux du clan tant que son frère est encore en vie. Il mentionne que quoi qu'il arrive, les arts martiaux doivent rester dans leur clan, le clan Flamme HW. Alors que notre MC se demande encore ce qui se passe, le chef de l'opposition suggère de conclure un accord pour supprimer tous leurs soucis. Il appelle notre MC, HW Mugin, et lui dit qu'il est prêt à offrir de l'argent puisque son clan est totalement pauvre. En retour, Mugin misera les arts martiaux de son clan, mais ils vont se battre en duel pour cela. Le gagnant du duel prend alors tout. Le petit garçon est choqué quand il entend ça puisque son frère aîné, notre MC, est totalement inutile en ce qui concerne les arts martiaux. Notre MC en a marre de tout ce bruit, et il est forcé de demander au groupe qui diable est Mugin alors qu'il sait qu'il est entièrement quelqu'un d'autre. Ses soi-disant plus jeunes sont laissés confus quand il dit ça, et ils le regardent comme une sorte de fou. Même son rival est forcé de lui demander ce qu'il a dit, et il révèle qu'il est connu comme le démon divin. Mais ça ne fait que le faire rire, et il suggère que Mugin l'appelle plutôt le roi du monde souterrain. Apparemment, son rival agaçant est Shondong Dobo, et il est le 2e fils du groupe de marchands Shongwa. Les frères et sœurs de Mugin sont énervés que sa folie soit déjà hors de contrôle, c'est pourquoi il dit des bêtises. Même le maître du groupe de marchands Shongwa, Buchoyon, se moque du clan, disant que leur clan est déjà condamné puisque le fils aîné est dans un mauvais état mental. Mugin reste silencieux alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe réellement. Comme il ne dit rien, Dobo suppose qu'il a accepté le duel, et il l'informe que le duel aura lieu au pavillon Bium le mois prochain. Dobo rappelle à Mugin qu'ils ont conclu l'accord en vertu du code des arts martiaux, et qu'il n'est pas autorisé à le rompre car il y aura des conséquences. Une fois le groupe parti, les supposés frères et sœurs de Mugin se tournent vers lui demandant ce qu'il prévoit de faire puisqu'ils lui ont imposé un duel. Ce qui empire les choses, c'est que Mugin n'a même jamais manié une épée auparavant. Mugin éclate de rire quand il entend ça puisqu'il sait que l'art de l'épée est tout ce qu'il vit et respire. Il essaie d'extraire une ferme en accédant à son énergie intérieure, mais il réalise soudain qu'elle a disparu, totalement disparu, sans qu'il en reste une once. La frustration s'installe lorsqu'il réalise également que son corps est très fragile et faible. Sa sœur éclate en sanglots, suppliant Mugin de reprendre ses esprits. La petite fille dit à Mugin qu'il est nul, et elle le traite également d'idiot pour s'être fait marcher dessus par le groupe de marchands. Son frère la gronde pour avoir dit du mal de leur frère et lui suggère de s'excuser, mais elle refuse. Elle blâme Mugin pour la mort de leurs parents, et elle s'enfuit en larmes après avoir dit ça. Le petit garçon s'excuse au nom de sa sœur, disant qu'elle se perd parfois dans la colère. Et après avoir dit ça, il s'en va aussi. Mugin est totalement confus parce qu'il n'arrive pas à croire que même les enfants le détestent maintenant, et il le traite de fou. Mugin est confus, et il sait que la dernière chose dont il se souvient est d'avoir abattu les chefs de secte sans pitié. Mugin croit qu'il aurait dû mourir paisiblement, mais il s'est soudainement retrouvé dans un corps étrange. Il s'écrase au sol de frustration, se demandant qui sont les enfants. Juste à ce moment-là, un type bizarre, qui se trouve être son assistant, accourt vers lui demandant pourquoi il est sorti avec son corps fragile. Il prétend qu'il s'est inquiété pour lui,
mais Mujin lui demande simplement qui il est parce qu'il ne le connaît manifestement pas. Le type, Ma-Sok, est surpris d'entendre ça, et il suppose que Mujin souffre d'une autre crise due à la folie qui l'affecte. Puisqu'il croit que Mujin souffre vraiment d'amnésie, il décide de lui raconter son histoire. Apparemment, Mujin était autrefois un enfant talentueux et réputé que plusieurs sectes orthodoxes voulaient comme disciple, et à l'âge de 23 ans, il était devenu le chef du clan. Sok en a marre de raconter l'histoire à Mujin parce qu'il l'a répété plus de 6000 fois. Mujin ne pense pas qu'il était un enfant prometteur parce que son noyau énergétique est manifestement de la merde. De plus, il veut en savoir plus sur la folie dont tout le monde parle. Sok décide alors de lui en parler aussi. Il y a 17 ans, Mujin et Dobo ont eu un duel non officiel où ils ont promis de ne pas utiliser d'énergie intérieure. Mujin avait 6 ans et Dobo 9 ans au moment du duel. Dobo a accepté cela, et le combat entre les deux enfants a commencé. Mais au fur et à mesure que le combat progressait, Dobo a rompu le raccord et a frappé Mujin avec un coup de poing imprégné d'énergie intérieure. Mujin est déçu de cela, et il demande à Dobo pourquoi il a utilisé les 7 techniques de points blessants alors qu'ils avaient clairement promis de ne rien faire en dehors de lancer des points. Dobo se moque de Mujin, lui disant que la technique a été transmise par la secte Kondong, et apparemment, les effets secondaires ne sont pas une blague. Apparemment, Dobo l'avait testé sur son frère aîné qui agissait de manière prétentieuse, et la technique l'a laissé alité. Comme il était content de la façon dont ça s'était passé, Dobo était excité de voir comment ça se passerait contre Mujin. Fondamentalement, Mujin est maintenant appelé un fou parce qu'il croit que son état est le résultat de l'effet secondaire de la frappe du poing blessant. Mujin est énervé que Dobo soit celui qui l'ait rendu inutile, mais il demande soudainement un duel. Mujin demande alors à Sok comment ils ont géré Dobo après l'avoir rendu inutile. Sok mentionne alors que c'est le père de Mujin qui a rendu le verdict final plus tard. Bien que Dobo soit son cousin, il était également le fils du groupe de marchands Kyanga, considéré comme l'un des 10 meilleurs des plaines centrales. Même si Dobo a fait quelque chose de terrible, le père de Mujin l'a seulement laissé partir avec un avertissement. Mujin n'arrive pas à croire à quel point l'homme est inutile pour avoir pardonné à quelqu'un qui a rendu son fils inutile. Mujin conclut que le clan est totalement nul, et il demande ensuite à Sok où sont ses parents. Sok mentionne que l'état de Mujin s'est progressivement aggravé, ce qui a conduit son père à s'endetter parce qu'il cherchait des moyens de guérir sa maladie. Il y a 9 ans, la maladie de sa mère s'est vraiment aggravée et elle en est décédée. 3 ans plus tard, son père rejoignit sa mère dans l'au-delà. Mujin est essentiellement devenu le fils qui a tué ses parents et ruiné le clan. À cause de ça, la réputation du clan a été salie, et ses frères et sœurs se sont retrouvés dans une situation difficile. Tout ce qu'il reste de la famille, ce sont des dettes, 2 serviteurs loyaux et seulement quelques artistes martiaux. Il a aussi son jeune frère, HW Dojin, et sa sœur, HW Soyeon. Mujin réalise finalement pourquoi sa sœur, Soyeon, a dit qu'il était à blâmer pour ce qui est arrivé à leurs parents. Cette nuit-là, Mujin a parcouru les livres d'histoire laissés par le propriétaire original du corps, et il en a appris quelques trucs. Il réalisa que 30 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait vaincu les 9 sectes, et il habite maintenant le corps d'un fou sans noyau d'énergie. Comme notre protagoniste n'a aucun regret de sa vie passée, il décide de vivre selon le Mujin et d'aider les enfants sans défense. Cependant, il sait que le groupe de marchands Shungwa va être un gros problème pour lui. C'est eux qui ont rendu le corps inutile et qui ont détruit le clan. La première chose sur sa liste est de se préparer pour le duel qu'il a contre Dobo, qui est le mois suivant. Comme le corps est nul, il se dit qu'il doit reconstruire son corps depuis le début. Il s'assoit pour méditer et recommence tout depuis le début comme un débutant. Il se souvient que dans sa vie antérieure, la première fois qu'il a voulu essayer la cultivation, c'était difficile pour lui. Cependant, les choses semblent se dérouler sans problème avec le corps actuel grâce à l'aptitude martiale innée écrasante du corps. Mujin puise dans l'énergie folle du corps et essaie de l'explorer au maximum, laissant une lumière dorée briller dans sa chambre. Soudain, Sok et les serviteurs entendent son cri et salutent de là où ils sont, ce qui les incite à se précipiter dans sa chambre. Ils le trouvent sur le sol, et l'un des serviteurs dit en plaisantant qu'il est mort. Il vérifie le pouls de Mujin et réalise qu'il est plus fort qu'avant, mais Mujin l'attrape soudainement, lui demandant pourquoi son corps souffre d'une douleur incommensurable juste parce qu'il a essayé de former un noyau d'énergie. Le serviteur est confus par cela, et Mujin se répète, disant qu'il veut savoir si son corps a une constitution spéciale. Le serviteur révèle alors que sa constitution est le corps martial céleste. Apparemment, c'est une constitution héroïque rare, qui est choisie par les cieux. Mujin est frappé par une autre vague de douleur, et il réalise finalement que la constitution du corps est exactement l'opposé des arts démoniaques. En gros, un corps d'énergie pure et droite souffrira d'une douleur intense lorsqu'il essaiera de pratiquer les arts démoniaques. Mujin hurle de douleur, se demandant pourquoi il a reçu un corps maudit avec une constitution très différente parmi toutes les constitutions disponibles. Il en conclut que les choses vont vraiment mal pour lui parce que le duel est dans un mois à peine. Alors qu'il est allongé dans la douleur, il demande à Sok qui sont les 2 hommes. Sok révèle que l'homme en vert est l'intendant en chef, du Beksin, et l'homme en rouge est un ancien, Jo Ambong. Au moment où il entend le nom de Jo,
Il se souvient de quelque chose de sa vie passée, mais la douleur qu'il ressent est trop forte, et il finit par s'évanouir. 3 jours plus tard, Mugen se lève finalement de l'endroit où il était couché, mais Sok s'inquiète de ce qu'il ne se repose pas assez. Mugen mentionne qu'il en a marre d'être couché puisqu'il a un duel à venir, et il exhorte Sok à lui apporter des épées. Sok parvient à se retenir de rire quand il entend ça parce que le clan essaie encore de trouver quoi manger, et Mugen demande des épées. Mugen est obligé de demander s'il n'y a pas d'argent dans la famille, et Sok mentionne qu'il contracte actuellement des prêts auprès d'une secte peu orthodoxe nommée la secte Bango. Parce que la secte fonctionne avec un taux d'intérêt très élevé, ils se sont retrouvés très endettés. Mugen réalise enfin que pour aider le clan, il doit d'abord résoudre le problème d'argent. Néanmoins, Mugen ne pense pas que contracter plus de prêts va faire du mal puisqu'ils sont déjà noyés dans les dettes. Sok s'inquiète de ça, mais Mugen lui dit de fermer sa bouche et d'écrire une lettre aux 2 anciens parce qu'il va se promener. Quand les anciens ont entendu ça, ils se sont inquiétés du fait que Mugen s'était rendu à la dangereuse secte Bango. Soudain, Mugen et Sok arrivent à l'entrée de la secte Bango. Mugen dit au grand garde du corps d'informer son patron qu'il aimerait le voir. Le type, Kang No, n'est pas là pour jouer, et il dit à Mugen de se rendre dans le bâtiment s'il est là pour jouer. Mugen insiste pour que Kang l'emmène voir son patron, mais ça commence à énerver Kang. Sook intervient rapidement, exhortant Kang à se calmer parce que Mugen n'est pas bien dans sa tête. La tension entre les deux continue de monter jusqu'à ce que le vice-maître, Ma Jungbo de la secte, se présente pour demander quel est le problème. Kang dit alors à son patron que Mugen essaie de rencontrer leur grand patron. Ma lui demande pourquoi il aimerait rencontrer leur patron, et Mugen dit qu'il voudrait plus de prêts. Ma dit alors à Mugen qu'il n'a pas besoin de voir le chef pour obtenir un prêt, et il l'invite dans le bâtiment. Mugen et Sok se retrouvent bientôt à s'enfoncer dans le manoir en utilisant un pont en bois pendant qu'ils sont escortés par des épéistes armés. Sok s'inquiète de tout ça, et il dit à Mugen qu'ils ont encore la chance de revenir en arrière avant qu'il ne soit trop tard. Mugen n'est pas d'accord avec lui, disant qu'ils ont déjà fait un long chemin. Sok lui dit alors qu'il y avait une mamie en particulier qui a vu le chef de la secte se battre, et il s'avère que le chef est assez puissant parce qu'il a submergé son adversaire en quelques secondes. Apparemment, le chef est un artiste martial qui a appris une technique de meurtre puissante. Mugen s'interroge sur la raison pour laquelle Sok lui raconte ça quand Ma intervient, disant que Sok est plus informé parce qu'il a compris assez vite. Cependant, il est déjà trop tard pour eux parce qu'ils ont atteint une partie plus profonde de la grotte, et avant que les deux ne s'en rendent compte, ils se retrouvent entourés d'épéistes armés. Mugen est déçu, et il demande à Ma si c'était son plan depuis le début. Ma confirme ça et dit qu'il l'a intentionnellement conduit dedans parce qu'il ne peut évidemment pas le toucher en public. Cependant, il n'est pas prêt à lui donner carte blanche comme il l'a fait pour ses parents. Sok ne discute pas avec le groupe, mais il les supplie de laisser son maître vivre. Mugen, d'un autre côté, est énervé quand Ma mentionne ses parents parce qu'il n'a évidemment pas de parents jusqu'à ce qu'il réalise soudain qu'il est maintenant dans un autre corps. Comme tout est prêt, Ma ordonne à ses hommes de donner une leçon à Mugen. L'un d'eux, qui est très désireux d'exécuter l'ordre, poursuit Mugen et lui donne un coup de poing. Sok s'évanouit presque de peur quand il voit le coup de poing arriver droit sur eux. Étonnamment, Mugen bloque le coup de poing du type, brisant finalement ses os de l'intérieur. Le type hurle de douleur et s'écrase au sol tout en affirmant que Mugen a utilisé une sorte de truc bon marché sur lui. Mugen le taquine, disant qu'il a en fait des os mous par rapport à sa taille. Mugen comprend qu'il doit faire les choses sans utiliser sa puissance pure. Ma est énervé que ses hommes perdent du temps, et il leur ordonne de finir Mugen. L'un des épéistes charge droit sur lui avec son épée, mais Mugen esquive facilement l'attaque et comprend qu'il doit continuer à bouger puisqu'il ne peut pas égaler la puissance du type. Utilisant son corps flexible, il est capable d'esquiver et de donner un coup de tête qui écrase le visage du type. Le type retombe en hurlant de douleur pendant que son collègue prend le relais et essaie de taillader Mugen, mais Mugen esquive l'attaque. L'attaquant essaie une autre attaque, mais Mugen saute en arrière avant de donner un coup de pied pour mettre le type hors service. Avant que les hommes armés ne sachent ce qui se passe, ils se retrouvent à être joués avec, et en un rien de temps, ils s'écrasent au sol sur leurs genoux. Debout au loin, Sok crie pour s'assurer que son maître est en sécurité, mais Mugen le traite de tête d'ampoule tout en mentionnant qu'il va bien. Sok est complètement époustouflé, ce qui l'oblige à demander à Mugen où il a appris les compétences en arts martiaux qu'il utilise. Mugen dit alors au type que ce dont il est témoin n'est pas des arts martiaux, mais quelque chose qu'il a appris dans la rue. Sok est choqué d'entendre ça puisqu'il ne se souvient pas que Mugen ait passé du temps dans la rue. Ma le félicite d'avoir réussi à renvoyer ses hommes, mais lance immédiatement sa pièce sur Mugen avec une force puissante derrière elle. La pièce manque de peu la tête de Mugen, mais il peut sentir la pression de la pièce, ce qui le choque. Ma dit alors avec colère à ses hommes de partir parce qu'il va s'occuper de Mugen lui-même. Mugen est surpris de faire face à tant d'hostilité alors qu'il veut juste parler à leur chef. Ma répond avec colère que son chef n'est pas quelqu'un qu'un déchet comme Mugen peut rencontrer. Ma sort avec colère son épée et se jette sur Mugen, prêt à le vaincre. Contre toute attente, Mugen bloque son puissant coup avec une paire de baguettes. Ma est choqué quand il voit ça, mais il ne sait pas que c'est tout ce que Mugen a pu obtenir car il n'a pas d'argent pour une épée.
Mugen et Ma continuent d'échanger des coups, mais Mugen tient bon avec d'excellentes compétences en arts martiaux. Avant que Ma ne s'en rende compte, il se retrouve avec la main transpercée par l'une des baguettes. Ma n'arrive pas à croire que Mugen ait pu trouver une ouverture alors qu'il faisait de son mieux pour le terrasser. Pendant que Ma lutte, Mugen s'amuse à lui dire qu'il pourrait bien le regretter s'il décide de sous-estimer les baguettes. Avant que Ma ne s'en rende compte, il se retrouve à lutter contre des baguettes, ce qui le surprend car il croyait que Mugen n'était qu'un faible incapable d'utiliser le chi. Ma se demande comment Mugen est capable d'atteindre un état aussi terrifiant en si peu de temps, mais il ne veut pas croire que Mugen est la même personne qu'il connaît. Mugen continue de percer son corps avec les baguettes tout en lui disant qu'il a des compétences terribles. Ma refuse de perdre face à une paire de baguettes, et il saute en l'air tout en visant à achever Mugen avec son coup ultime. Avec son allure menaçante dans les airs, Mugen n'a pas l'air effrayé le moins du monde. Il esquive facilement l'attaque de Ma, le laissant complètement exposé. Ma se demande pourquoi Mugen a un pouvoir caché sans qu'il le sache. Mugen lui assène un puissant coup de poing qui détruit complètement le peu de fierté qui lui reste. La peur se répandant maintenant dans le corps de Ma, Mugen se répète, disant que tout ce qu'il veut, c'est un prêt, mais cette fois, il le dit avec un visage très mortel et terrifiant. Finalement, Ma décide de s'asseoir avec Mugen après avoir reçu une raclée en bonne et due forme. Ses gardes se prosternent également devant Mugen pendant que Ma parle avec lui. Ma demande alors à Mugen de lui dire ce qu'il veut savoir. Mugen demande à Ma pourquoi sa secte accorde un prêt à sa famille sans garantie, car il sent une intention malveillante dans toute cette affaire. Ma affirme qu'ils n'ont aucune intention malveillante, et Mugen est juste en train de trop réfléchir. Mugen ne croit pas un mot de ce qu'il dit car il peut sentir la peur de Ma d'où il est assis. Mugen décide alors de lui demander à nouveau, mais cette fois, il l'incite à réfléchir attentivement s'il ne veut pas être puni. Réalisant que Mugen ne plaisante pas, Ma révèle finalement qu'ils ont reçu leurs ordres du groupe de marchands Xiongwa. Mugen n'est pas surpris d'entendre ça car il sait que le groupe était impliqué d'une manière ou d'une autre. Il demande alors à Ma quel genre d'accord ils ont conclu avec le groupe Xiongwa. Ma hésite à parler, mais Mugen lui fait rapidement savoir que s'il meurt en défendant le groupe de marchands, il ne manquera à personne. Ma tire une leçon de ce que Mugen a dit et révèle que le groupe de marchands leur a ordonné de prêter au clan de Mugen la somme d'argent qu'ils souhaitent, mais à un taux d'intérêt incroyablement élevé. En échange de la chute du clan Hua, la secte Bango obtiendra les terres des Hua après qu'ils auront été chassés de l'échiquier. Mugen réalise enfin que la terre familiale était la garantie depuis le début. Mugen demande alors à Ma à combien s'élèveront 300 pièces d'or qu'il souhaite emprunter dans un an. Selon le contrat, Ma révèle que les 300 pièces d'or se seraient élevées à 5000 pièces d'or en remboursement. Mugen est dégoûté par cela, mais il s'en fiche vraiment, et il accepte l'accord. Avec un visage plus sérieux, il demande à Ma qui les aide à nettoyer leurs dégâts. Ma mentionne alors que l'un d'eux est la secte Sozol des 4 cieux martiaux, une alliance de sectes peu orthodoxes. Mugen est surpris d'entendre ça, et Sok mentionne que c'est une nouvelle alliance. Mugen est irrité par les 4 cieux martiaux, et il utilise même le mot en B. Sok croit que la folie de son maître joue car il ne l'a jamais vu rencontrer l'alliance dans le passé, mais il les maudit littéralement. Mugen dit alors à Sok qu'il n'a pas à s'inquiéter car il n'est pas d'humeur à expliquer. Mugen en a déjà marre d'attendre, ce qui l'oblige à demander où est le type qui est allé chercher l'argent. Le type arrive bientôt avec une boîte remplie des 300 pièces d'or dont il a besoin. Les yeux de Mugen s'illuminent de bonheur quand il voit ça, et il suppose que ça devrait suffire. Il dit à Sok qu'il est temps pour eux de partir, mais Sok est toujours sceptique quant à l'emprunt de toute cette chose. Mugen lui dit simplement de fermer son trou à piège et de prendre l'argent pour qu'il puisse partir. Ma et ses gardes escortent Mugen jusqu'à l'entrée quand il est sur le point de partir. Mugen lui dit alors d'écrire la date dans son registre, et il promet d'effacer toutes les dettes du clan une fois qu'il aura terminé ses affaires avec le groupe de marchands Qianga. De plus, Mugen avertit Ma de ne pas prendre d'argent aux gens ordinaires, et le non-respect de cette consigne entraînera de graves sanctions. Ma reconnaît l'ordre, mais au fond de lui, il est furieux, et il a hâte de voir Mugen se faire avoir. Soudain, Sok et Mugen arrivent à la maison, et ils sont accueillis par les deux anciens. Ils s'inquiètent immédiatement quand ils voient du sang sur les vêtements de Mugen, mais il les assure que ce n'est pas le sien. Il lui demande ce qui s'est passé à la secte, et il leur dit qu'il est simplement allé emprunter de l'argent. Mugen affirme que le clan a besoin d'argent car ils doivent nourrir leurs guerriers pour empêcher le peu qui leur reste de s'enfuir. Les anciens ne veulent pas croire que c'est la secte qui a prêté l'argent à Mugen, et ils ont supposé qu'il l'avait volé. Mugen dit aux anciens que la secte a tout documenté dans son registre conformément à ce qu'il leur a dit. Mugen dit alors à l'ancien que tout ce dont il a besoin d'eux, c'est de prendre soin de ses frères et sœurs et de s'assurer qu'ils sont bien nourris et vêtus. Après avoir donné ses instructions, il leur souhaite simplement bonne chance avant de s'éloigner. Mugen visite ensuite la salle commémorative de ses parents. Mais comme il n'avait pas de parents dans sa vie passée, il ne sait pas quoi dire. Il ouvre finalement la bouche pour leur dire que le problème d'argent a été résolu, et il promet également de prendre soin de ses frères et sœurs et de ses serviteurs. Et par cela, il incite ses parents à se reposer dans l'au-delà. Il leur assure également qu'il va défoncer Dobo pour l'avoir défié en duel. À son insu, il est surveillé par Soyon et Dojin, et les enfants ont l'air absolument impressionnés. Plus tard,
Nugin a commandé 3 épées qui pèsent respectivement 50 kg, 80 kg et 110 kg. Les serviteurs qui ont apporté les épées se sont presque cassé le dos en le faisant, mais Nugin est juste content que ces épées soient enfin arrivées. Sok est obligé de lui demander ce qu'il prévoit de faire avec des épées aussi lourdes, et Nugin sourit, disant qu'il prévoit de faire ce que tout le monde fait avec l'épée, ce qui est évidemment de la balancer. Nugin tend avec enthousiasme la main vers l'épée de 50 kg et prévoit de commencer avec elle. Cependant, son sourire s'estompe rapidement lorsqu'il réalise que l'épée est trop lourde pour qu'il puisse la soulever. Il conclut que le corps n'est que des déchets. Cependant, il n'est pas prêt à abandonner. Néanmoins, il réalise qu'il peut la soulever un peu s'il utilise ses 2 mains. Nugin peut voir Sok le fixer avec dégoût, et il l'incite à préparer son repas. Il lui rappelle d'ajouter beaucoup de viande à sa nourriture, et Sok s'éloigne tristement, inquiet. Nugin s'assoit avec l'épée avec l'idée qu'il n'a que 2 semaines pour s'entraîner à fond avant le duel. La constitution de son corps, qui est le corps martial céleste, est totalement opposée aux arts démoniaques que son maître lui a enseignés. Il comprend que la seule solution qu'il a est d'apprendre l'art martial de l'ami de son maître, les 9 épées sans égale. Refusant d'abandonner, il commence à balancer l'épée de force à l'intérieur de la maison. Pendant ce temps, Dobo a appris que Nugin s'est si durement occupé des garçons Bungo qu'ils ne pourront pas bouger pendant 2 semaines. Dobo est surpris d'entendre ça car Nugin n'a pas de noyau d'énergie pour avoir réussi à le faire. Dobo sourit méchamment en pensant à préparer quelque chose de sinistre avant le combat. Dobo est aussi impatient de voir ce que Nugin cache en lui lorsqu'ils s'affronteront enfin en duel. Soudain, Nugin commence à entraîner son corps de la manière la plus difficile possible. Il se dit qu'il devrait être capable de pousser le corps à ses limites, car c'est un corps béni par les cieux. Pendant l'entraînement, Sok prépare toujours ce dont il a besoin. Il pense qu'avec les préparatifs, il aura enfin la chance de commencer pleinement son entraînement. Il prend l'épée de 50 kg et commence à la faire tournoyer en se souvenant de ce que son ancien maître lui a dit. Après avoir essayé la première forme, Nugin ne perd pas de temps et passe à la deuxième forme. Il se souvient de ce que son maître lui a dit, que peu importe l'arme qu'il affronte, il sortira victorieux. Au fur et à mesure que l'entraînement progresse, il se rend compte qu'il est déjà dépassé, mais il se dit qu'il doit endurer. En un rien de temps, il se retrouve à manier l'épée confortablement et même à bondir dans la pièce comme si l'épée n'était pas lourde. Soudain, il passe à la 3e forme tout en faisant de son mieux pour contrôler son chi afin de devenir aussi puissant que possible. Pour l'aider dans son entraînement, il a déjà préparé un tas d'objets d'entraînement pour simuler à quoi ressemblera une vraie bataille. Son premier adversaire était une balle dure, qu'il a réussi à esquiver pendant un certain temps avant d'être touché par derrière. Après cela, il affronte des bambous à pointe, et en utilisant la 4e forme de l'épée, il abat les bambous. Apparemment, son maniement de l'épée peut sembler simple, mais il est assez dangereux car il peut couper à travers tout un tas de choses. Même avec tous ses efforts, il n'a pas été capable de frapper les bûches qui volaient vers lui avec sa 4e forme, ce qui l'a forcé à passer à la 5e forme. Cette fois, il les tranche toutes avec sa puissante 5e forme. Avec la puissance de son épée, il est sûr que rien ne peut l'arrêter, et les nombres ne sont rien. Après avoir dépassé les bûches, il affronte des bougies placées dans du bambou, et pour cela, il utilise sa 6e forme. Il a balancé son épée si fort qu'elle a éteint toutes les bougies en même temps. Une fois qu'il a surmonté cela, il se dit que son prochain arrêt est à l'extérieur de la maison où il peut utiliser sa 7e forme. Utilisant sa puissante 7e forme, il se surpasse encore une fois. En un rien de temps, il atteint la 9e forme avec la détermination qu'il n'y a rien que son épée ne puisse trancher. Il atteint enfin le stade culminant pour l'épée, et Nugin s'effondre au sol, soulagé. Mais en même temps, il n'est pas complètement énervé parce qu'il ne peut pas reproduire sa forme finale de son ancienne vie. Il se souvient avoir reçu des enseignements de son professeur quand il était plus jeune. Mais au début, il n'a jamais vraiment pris les enseignements de son maître au sérieux. Il pense que l'ami de son maître se moquait en disant des bêtises et des choses impossibles sur le fait de tout abattre avec une épée. Son maître admet que cela peut paraître fou, mais il n'est pas disposé à laisser mourir les arts martiaux de son ami. Comme il n'a pas été capable de l'hériter correctement, il veut que Nugin le fasse en son nom. Son maître lui a fait savoir que son défunt ami était le seul épéiste capable de rivaliser avec ses compétences. Pour rendre la chose plus intéressante, il n'avait pas de chi, mais le maître de Nugin dit qu'il est possible qu'il utilisait des arts du mouvement. Parce que ceux de sa secte ne pouvaient pas l'apprendre correctement, il a décidé d'enseigner au maître de Nugin dans le but de le transmettre à quelqu'un qui en soit digne. Après avoir entendu cela, Nugin éclate de rire pour se moquer des arts, mais son maître lui donne une telle pichenette sur la tête qu'elle lui écrase presque le crâne. Il dit à Nugin qu'il doit suivre toutes les instructions qu'il lui donne, et Nugin n'a pas d'autre choix que d'accepter les souhaits de son maître. Son maître lui a dit que s'il effectuait l'art de l'épée 1000 fois, son corps changerait. Mais s'il l'effectuait 100 000 fois, son chi commencerait à entrer dans son épée. En gros, la balancer 1 million de fois le rendra invincible même face aux épéistes les plus puissants. Nugin a été stupéfait par cela car il lui faudra 3 ans pour terminer le cycle s'il balance son épée 1000 fois par jour. Cela laisse Nugin demander à son maître si son ami égalait vraiment ses compétences,
mais il dit qu'il n'en a aucune idée. Mais il est presque sûr que l'un d'eux serait mort s'il s'était déchaîné. À cause de cela, Mougin est devenu curieux de savoir quel genre d'homme était l'ami de son maître. Mougin se réveille finalement des différentes claques retentissantes de Sok. Mougin se rend compte qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir car il s'est évanoui juste après avoir pratiqué le mouvement une seule fois, et il est loin des 1000. Néanmoins, il doit manger car il est déjà tard. Et quand il regarde l'assiette de nourriture devant lui, il se rend compte que c'est du porc. Il est déçu, et il dit à Sok d'aller chercher du porc la prochaine fois car c'est le plus facile pour aider à prendre de la masse. Il fait savoir à Sok qu'il est libre d'utiliser l'argent qu'ils ont emprunté à la secte Bango car il peut facilement en emprunter plus tard. Il dit à Sok que son plan est de continuer à manger du bœuf pendant toute la durée de son combat contre Dobo. Sok demande alors à Mugin quand il a appris les arts martiaux qu'il a appris car il est presque sûr que Mugin ne connaissait pas les arts martiaux auparavant. Étant donné que Mugin l'a déjà dit à ses frères et sœurs, il se dit que le dire à Sok n'est pas une mauvaise idée non plus. Mugin révèle alors qu'il n'est pas le vrai Mugin car sa véritable identité est le démon divin. Sok suppose que Mugin plaisante et raconte des absurdités fantastiques. Sok dit qu'il craint seulement que Mugin ne perde ses souvenirs et ne disparaisse un jour, mais Mugin l'attrape, lui assurant qu'il ne quittera pas le clan tant qu'il ne sera pas devenu le plus grand clan de tout le Sichuan. Après tout, Mugin n'a pas le choix car il n'a rien d'autre à faire. Sok se moque de son maître, disant qu'il raconte des bêtises, mais cela lui vaut une douloureuse pichenette sur la tête. Une fois qu'ils ont fini de parler, Mugin dit à Sok qu'il est libre de partir, et Sok fait ce qu'on lui dit. Pendant ce temps, les deux anciens du clan essaient de s'enfuir avec les enfants avant le duel car ils croient que Dobo va tuer Mugin, ce qui rendra le clan mûr pour la prise. Peu de temps après, Mugin s'est entraîné à fond de sorte qu'il est maintenant capable de porter l'épée de 70 kg avec un seul bras. Cependant, sa technique reste instable, et il n'a qu'une semaine avant le duel. Il transpire dans la salle d'entraînement lorsque les enfants entrent pour prendre de ses nouvelles. Mugin les exhorte à partir car il est dangereux pour eux d'être là. Les enfants disent à Mugin qu'ils sont seulement inquiets pour lui parce qu'ils l'ont vu se dépasser depuis quelques jours. Soyons craints que Mugin ne fasse tout cela à cause de ce qu'elle a dit, mais elle lui fait savoir qu'elle ne le pensait pas car elle était juste en colère. Regardez, les deux enfants rappellent à notre MC ses frères et sœurs bien-aimés de sa vie passée. Mugin leur tapote la tête, leur disant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Les deux enfants commencent à imiter Mugin tout en saluant la grandeur de sa posture. La façon dont les deux se disputent pour savoir qui a tort ou raison lui rappelle quand il s'entraînait avec son maître et que c'était difficile. Soudain, il se rend compte que la chose la plus importante avec l'épée Peerless 9 est la technique de respiration. Réalisant cela, Mugin dit aux enfants qu'il va gagner quoi qu'il arrive, et il les exhorte à retourner dans leur chambre. Les enfants sont inquiets, mais ils supposent que tout va bien se passer. Une fois qu'il est seul, Mugin commence la technique de respiration tout en balançant son épée avec force. Avec l'aide de la technique de respiration, il est capable d'utiliser toute son énergie interne accumulée en une seule fois. Avant qu'il ne s'en rende compte, il saisit déjà l'idée des arts du mouvement, qui est un art du QI où l'on accumule de l'énergie interne par le mouvement. En gros, les arts du mouvement sont considérés comme des arts martiaux de bas niveau, c'est pourquoi les gens n'y pensent pas beaucoup. Utilisant la technique de respiration, Mugin est capable de balancer l'épée beaucoup plus facilement, lui donnant ce qu'il faut pour abattre une statue. Pendant ce temps, Zhou Wambong est vu en train de parler à Sok du changement soudain de Mugin. Sok essaie d'attribuer la santé soudaine de Mugin à la seule séance de Wudang qu'il a suivie, mais Zhou n'est pas dû. Il dit à Sok de s'assurer qu'il lui signale tous les changements qu'il rencontre. Sok se dirige vers l'endroit où son maître s'entraîne et le trouve la tête en bas. Il essaie de lui dire que son repas est prêt, mais Mugin est déçu, disant que la salle d'entraînement est trop petite pour s'entraîner. Pour cette raison, Mugin dit qu'il va commencer à utiliser le hall d'entraînement. Mugin se dirige vers le grand hall d'entraînement et y trouve d'autres guerriers qui s'entraînent, et ils ont tous les yeux rivés sur lui. Sok dit aux autres guerriers qu'il devra s'entraîner seul et leur suggère de quitter les lieux. Il les exhorte à utiliser l'autre salle d'entraînement, mais les guerriers se demandent pourquoi un type à moitié mort leur donne des instructions. Ils pensent que Mugin n'est pas un artiste martial juste parce qu'il a une épée. Mugin remarque les différences dans leur humeur, et il en fait la remarque. Les autres guerriers veulent s'opposer à Mugin, mais le chef d'escouade, Sheol Buan, dit à ses hommes de quitter le hall pour le jeune maître. Sheol croit finalement que Mugin a encore une fois perdu la tête. Juste à ce moment-là, Mugin arrête Sheol, lui faisant savoir qu'il devrait être un homme et lui parler directement. Chill se retourne alors, et Mugin suggère qu'ils se battent puisqu'ils sont des épéistes. Chill dit qu'il ne le ferait pas parce que Mugin est le futur chef du clan. Mugin dit alors à Chill de rester un lâche et de ne pas montrer son visage puisqu'il sait qu'il ne peut pas tenir parole. C'en est assez pour que Sheol dégaine son épée, prêt à affronter Mugin. Le combat commence, et Mugin enfonce immédiatement son épée dans le sol avant de sauter vers Sheol dans un mouvement audacieux. Il atteint Sheol et lui pousse la tête avant même qu'il puisse réagir. Les guerriers sont vraiment confus parce qu'ils n'ont jamais vu de duel sans épée auparavant. Mugin continue de se jouer de Sheol en se déplaçant assez rapidement pendant que Sheol lutte vraiment fort. Sheol est bientôt frustré, et il dit à Mugin de se battre comme un homme et d'arrêter d'éviter ses attaques.
Mugen accepte finalement de le prendre un peu plus au sérieux en saisissant son épée, mais Chill ne perd pas de temps à dire que Mugen est à blâmer pour tout ce qui est arrivé au clan. Puisque Mugen est la cause des problèmes, Chill ne pense pas qu'il mérite d'apprendre les arts martiaux. Shio se précipite vers Mugen, mais il le rencontre à mi-chemin avec la 9e forme de sa technique d'épée inégalée, secouant finalement son énergie interne. Mugen ne laisse aucun espace de respiration à Shio et lui assène un coup de poing dévastateur au visage. CHUL est envoyé au sol avec du sang qui gicle partout, tandis que Mugen lui fait savoir que les choses vont changer. Alors qu'il s'écrase au sol, CHUL réalise enfin l'amère vérité que Mugen a complètement changé. Il peut sentir la détermination brûler hors du corps de Mugen, contrairement à avant. Chill frappe le sol, choquant finalement Sok et les autres guerriers qui regardent le duel. Les guerriers courent pour vérifier l'état de leur patron qui est allongé, complètement assommé. Mugen se tient comme un vrai vainqueur tout en demandant à Chill s'il a des problèmes concernant sa victoire. Un des guerriers crie à Mugen, lui disant qu'il a utilisé un mouvement lâche. Chill se ressaisit et crie au type de fermer sa bouche avant d'admettre qu'il a réellement perdu. Chill rend hommage à Mugen tout en lui disant qu'il a réellement appris de lui. Mugen reconnaît son respect et lui dit qu'il est libre de partir. Alors que les guerriers sortent du hall, Mugen dit à Sok de les rejoindre puisqu'il veut vraiment être seul. Le guerrier lésé continue de se plaindre, et il croit que Chiol a été indulgent envers Mugen, mais il lui fait savoir qu'il ne l'a pas été parce qu'il avait l'intention de le laisser à moitié mort. Le type ne veut pas le croire, mais Chiol lui fait savoir qu'il est très sérieux. Chiol dit qu'il ne connaît pas toute l'histoire, mais il est évident que leur jeune maître s'est amélioré de façon exponentielle. Sok, d'un autre côté, se demande également quand Mugen a tellement changé, mais en même temps, il est reconnaissant qu'il ait réellement changé. Cette nuit-là, les deux anciens ont une réunion concernant le prochain duel. Les deux sont dans le clan depuis plus de 36 ans et ont été loyaux depuis lors. Ils parlent de la façon dont l'empereur de la flamme était incroyable pendant sa jeunesse. C'était un jeune homme compétent qui montrait les arts martiaux d'une manière telle que même le puissant clan Tang devait admettre qu'il était unique en son genre. Fondamentalement, les anciens étaient hypnotisés par sa force, et ils lui ont tous deux juré allégeance. Joe croit qu'ils essaient de briser la loyauté, mais Du n'est pas d'accord, disant qu'ils ont juste besoin de résoudre le problème de la lignée. Du dit qu'il s'occupe de Mugen depuis 17 ans, mais le clan est en déclin depuis lors. Les deux croient qu'ils en ont fait assez, et il n'y a aucune chance que l'empereur de la flamme les blâme une fois qu'ils auront atteint l'au-delà. Fondamentalement, ils ont rassemblé l'argent dont ils ont besoin pour déménager, et en plus de cela, quelques artistes martiaux pour les aider. Du dit alors à Joe qu'il devrait partir en premier pendant qu'il reste pour s'occuper un peu plus de Mugen. Apparemment, le maître martial de la secte Kondon engagé par le Kyanga sera le témoin du duel. Joe est surpris d'entendre cela car tout pointe vers la tricherie. Le groupe de marchands est fondamentalement une bande d'ordures maléfiques qui s'assureront qu'il ne reste rien du clan Ua. Du dit à Joe de prendre les enfants et de l'attendre à l'endroit promis même si ce sera un choc énorme pour les enfants. Plus tard, Mugen réalise que la quantité de bœuf qu'il reçoit diminue, ce qui l'amène à demander à Sok pourquoi c'est le cas. Sok révèle alors que l'intendant lui donne peu d'argent. Et même si Mugen est énervé par toute cette histoire, il la met de côté pour montrer à Mugen sa tenue cool. Seok écrase sa belle imagination en lui disant qu'il est plus beau quand il est tout bandé. Quand il est temps de partir pour le duel, Mugen croise Do devant la maison. Mugen pense initialement qu'il est là pour l'arrêter, mais il dit non, révélant qu'il est en fait là pour le suivre jusqu'au duel. Mugen comprend que Do s'inquiète juste alors que tout ce qu'il prévoit de faire est de battre son rival à mort. Avec cela, Sok et Do rejoignent Mugen sur le chemin du lieu du duel. Dans l'arène, partout est animé par la foule qui veut voir le duel et ceux qui sont là pour faire des paris. En raison des cotes élevées placées sur Mugen, la plupart misent leur argent sur lui. Momentanément, il arrive à l'arène avec des sucettes dans la bouche, et ceux qui l'ont vu croient qu'il est un faible et préféreraient même annuler leur pari. Quand il entre dans l'arène, il rencontre Choyon, qui lui demande s'il veut vraiment continuer avec le duel. Les spectateurs, en entendant cela, croient que Mugen était celui qui a demandé le duel en premier malgré sa faiblesse, et ils croient que sa folie se déchaîne. Mugen est complètement énervé quand il réalise que le groupe les dépeint déjà comme les méchants, et il prévoit de les punir pour cela. Mugen dit avec confiance à Choi Yan qu'il ne va pas rester les bras croisés et la laisser voler le manuel secret de son clan, c'est précisément pourquoi il doit les combattre. Les spectateurs sont choqués d'entendre cela parce qu'ils ne s'attendaient jamais à ce qu'un groupe de marchands s'en prenne à une technique secrète d'arts martiaux. Choi Yan est totalement confiante quant à la façon dont les choses se passent, et elle croit que Mugen paiera pour avoir essayé d'agir cool. Le feu est mis, et tous les préparatifs sont prêts pour le duel. L'animateur annonce que le témoin du duel sera Han Yigang de la secte Kandong. Han est vu debout sur le balcon, l'air cool et fort, prêt à témoigner des souhaits de son maître. Il dit à Dobo et Mugen de se battre équitablement devant la foule qui regarde. Juste à ce moment-là, Dobo fait une révélation choquante, disant à Mugen que la tenue de maréchal qu'il porte actuellement a été envoyée personnellement par lui en commémoration du retour de Mugen. Mugen sourit quand il entend cela, et il sort sa grande épée, disant à Dobo qu'il n'aura d'autre choix que de rendre les marchandises restantes après le duel.
Toute la foule est choquée de voir cela parce qu'ils n'ont jamais vu personne s'engager dans un duel avec une si grande épée. En plus de cela, ils croyaient tous que l'empereur de la flamme est connu pour ses arts martiaux à main nue. Même Do est choqué, et il demande à Sok si Mujin a dit quelque chose d'inhabituel. Fondamentalement, les deux ont initialement suggéré que Mujin s'enfuit parce qu'il croit qu'il n'a aucun moyen de vaincre son adversaire. Sok commence cependant à croire en Mujin, disant qu'il a peut-être une chance, mais la conviction de Do est complètement différente. Une fois que les deux camps sont prêts, l'arbitre sonne la cloche pour démarrer le match. Enragé, Mujin s'en prend directement à Dobo. Il balance sa grande épée sur lui infligeant une attaque puissante et dévastatrice. Dobo esquive de justesse l'attaque, mais elle détruit le sol qu'elle touche. Les spectateurs sont époustouflés car ils ne s'attendaient pas à ce que Mujin soit aussi rapide et exceptionnellement fort. Tout le monde pensait que Mujin n'avait aucune capacité en arts martiaux, mais il bougeait d'une manière tellement folle. Même Dobo est complètement choqué car il s'attendait à un duel très facile. Mujin continue son attaque alors qu'il charge à nouveau vers Dobo. Il continue à balancer son épée sur lui, mais Dobo parvient à bloquer son coup, et ils se tiennent face à face. Cela laisse un bruit de choc et un spectacle glorieux à voir. Choi Yeon est surprise que Mujin reste en fait dans le combat plus qu'elle ne lui en donnait le mérite. Cependant, elle est convaincue que peu importe l'entraînement qu'il a suivi, il est encore loin de Dobo. Mujin continue à balancer sa grande épée sur Dobo, mais il l'esquive facilement, grâce à sa flexibilité. Alors que le combat progresse, Dobo parvient à porter une contre-attaque qui envoie Mujin en arrière, et il jure qu'il va laisser Mujin dans une pire situation qu'avant. Il est confiant qu'il a ce qu'il faut pour briser la volonté d'un homme. Debout sur le balcon, Do avoue qu'il est impressionné par la façon dont Mujin tient le coup dans le combat. Sok dit alors à Do qu'avec ceux qui le regardent, Mujin n'a même pas encore révélé son atout. Do croit que Sok dit des bêtises, mais Sok mentionne qu'il a secrètement regardé Mujin s'entraîner seul, et il assure à Do que quelque chose de plus puissant arrive. Alors que le combat progresse, Mujin se rend compte que sa force est actuellement égale à celle de Dobo, ce qui l'amène à remettre en question la procédure d'entraînement. Cependant, il n'est pas inquiet car peu importe la force de son adversaire, il gagnera toujours. Et cette fois, il prévoit de tuer Dobo. Pendant ce temps, Joe transporte les frères et sœurs de Mujin, et il est arrivé à destination alors qu'ils dorment. Il se souvient que Do lui a dit que la raison pour laquelle il ne venait pas encore est qu'il aimerait rester et rassembler ce qui reste de Mujin après que Dobo l'ait tué. Même si Joe ne sait pas si ce qu'ils font est juste, au moins ils ont déjà commencé. De retour dans l'arène, les deux sont toujours en train de s'affronter. Mujin n'est pas inquiet car il croit que Dobo n'est qu'une recrue pour lui. Les deux continuent à échanger des coups, et même s'il semble qu'ils soient à égalité, certains pensent que Mujin a en fait le dessus. Les gens ont commencé à dire des bêtises sur Mujin, disant qu'il n'est pas si impressionnant. Juste à ce moment-là, Dobo lance une attaque puissante qu'il vise directement sur Mujin. Do et Sok s'évanouissent presque en regardant l'attaque aller directement sur Mujin, et tout ce qu'ils peuvent faire est de prier pour qu'il esquive réellement l'attaque. Réalisant que Dobo est sur le point de l'atteindre, Mujin utilise la première forme des 9 épées sans pareil, le pas préventif. Dobo réussit son coup, mais grâce à la technique utilisée par Mujin, il est capable de le bloquer, laissant la foule sous le choc. Même Dobo est choqué, et il est forcé de reculer. Réalisant que Mujin devient fou, Dobo rassemble son énergie intérieure en préparation d'une frappe finale. Cependant, Mujin se moque de lui, disant que son rassemblement d'énergie intérieure est trop lent. Mujin active ensuite la deuxième forme de sa technique, et il se précipite vers Dobo avec tellement de malice. Dobo peut le sentir, et tout ce qu'il peut faire est de bloquer l'attaque de Mujin dans une lutte, le laissant totalement confus car il ne peut pas croire qu'il perd contre Mujin. Dobo met toute sa force dans le blocage de l'attaque de Mujin, mais avant qu'il ne s'en rende compte, son épée se brise juste devant lui. L'épée de Mujin passe à travers, tranchant Dobo très fort. Dobo est jeté au sol dans une mare de son propre sang tandis que Choyon hurle de frustration en appelant le nom de Dobo. Dobo gila dans une mare de son propre sang avec son bras droit manquant, et Mujin remporte automatiquement le duel. Mujin se dirige ensuite vers le bras de Dobo et dit qu'il va l'emporter avec lui en paiement des 17 années de rancune. Choyon est choqué d'entendre cela, et Mujin dit que le groupe de marchands pourrait en fait trouver un moyen de rattacher son bras. Han saute de l'endroit où il regarde pour vérifier Dobo. Choi Yeon se précipite également vers eux, et Han mentionne que le noyau énergétique de Dobo a également été détruit. Han regarde Mujin, lui demandant s'il devait vraiment aller aussi loin. Mujin fait semblant d'être confus, demandant à Han ce qu'il voulait dire par ce qu'il a dit, et Han dit qu'il y avait un écart évident dans leurs compétences parce que le combat était déjà terminé depuis longtemps. Mujin répond alors que puisqu'il a une grande bouche, il a aussi beaucoup à dire. Mujin demande alors s'il était vraiment nécessaire d'utiliser la frappe du poing des 7 blessures sur la tête d'un enfant de 5 ans sans compétences en arts martiaux. Avec une pure rage dans les yeux, Mujin dit à Han que ce qu'il vient de faire n'est qu'une clôture d'une rancune qu'il nourrit depuis 17 ans. Mujin ajoute également qu'ils sont sur le point de commencer à payer pour tout ce qu'ils ont fait contre le clan Hua. Avec une malice évidente, il exhorte Han et ses subordonnés à bien se préparer. Choi s'effondre à genoux de douleur,
jurant qu'elle n'oubliera jamais ce que Mugin vient de faire. Alors que Mugin s'éloigne de la scène, les spectateurs applaudissent sa victoire parce qu'ils sont impressionnés par la façon dont il a écrasé Dobo. En plus des belles choses dont ils ont été témoins, ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais vu l'épée qu'il avait utilisée dans le passé. En gros, ils sont tous excités parce qu'un nouveau maître en arts martiaux est né. Do et Sok se précipitent pour rencontrer Mugin, et il leur dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Alors qu'il s'éloigne, il se retourne soudainement, demandant à Do s'il a dépensé tout l'or qu'il lui a confié. Do répond nerveusement qu'il en reste encore un peu. Mugin dit alors qu'il pourrait devoir s'arrêter à la secte Bango parce qu'il devrait emprunter de l'argent. Soudain, il dit à Do qu'il se fiche que lui, Joe et les autres artistes martiaux veuillent partir, mais il lui fait savoir qu'il y aura de grandes conséquences s'ils essaient de lui enlever ses frères et sœurs. Il dit cela avec tellement d'intention de tuer que cela paralyse presque Deo là où il se tient. Pendant ce temps, ses frères et sœurs crient déjà sur Joe pour les avoir emmenés alors qu'ils étaient censés regarder le duel de leurs frères. Joe sait qu'ils sont foutus quand il lit la lettre que le pigeon vient de livrer et réalise que Mugin a gagné le combat de manière inattendue. Du lui a dit dans la lettre qu'ils avaient été découverts, et il l'a exhorté à retourner immédiatement à la maison. Sans délai, Joe commence à rentrer chez lui, mais dans la peur tandis que les enfants célèbrent qu'ils veulent retourner voir leur frère. Plus tard, Mugin dit à Du qu'il est temps pour lui de s'occuper de la secte Bango, et il dit à Du de ne s'inquiéter de rien. Même si Mugin est maintenant considéré comme capable, Du l'exhorte à ne pas s'empêtrer avec la secte Sozol de quelque manière que ce soit. Réalisant que le vieil homme est juste en train de trop réfléchir, Mugin lui dit qu'il ne le fera pas. Avec cela, Mugin se dirige vers la rencontre avec la secte Bango, mais Sok craint que les choses ne tournent mal. Mugin dit qu'il ne peut plus retarder les choses, et il exhorte Sok à rester très près derrière lui. Momentanément, Mugin arrive à la secte Bango, choquant Ma parce qu'il n'aurait jamais pensé revoir Mugin. Mugin dit à Ma qu'il est là pour rembourser ses dettes tout en se moquant de Ma parce que leur secte a maintenant l'air déserte. Ma essaie de dissimuler leur perte en disant que la plupart des joueurs de la région ne sont partis que parce qu'ils devaient regarder son duel contre Dobo. Puisqu'il prétend que tout le monde est allé le voir se battre, Mugin lui a demandé s'il avait organisé des paris sur son match. Sans aucun doute, Mugin est à peu près sûr qu'ils lui ont donné les cotes les plus élevées. Et à partir de là, ils auraient fait une grosse somme d'argent. Puisqu'ils ont gagné de l'argent, Mugin révèle automatiquement son intérêt, et Ma sait évidemment qu'il est sur le point de les traire. Pour éviter d'avoir des ennuis avec lui, Ma lui dit qu'ils vont exprimer leur gratitude. Mugin est ravi d'entendre ça, car tout le monde aime l'argent, évidemment. Ma peut sentir l'aura froide qui émane du corps de Mugin, ce qui montre qu'il est rempli d'une intention meurtrière. Mugin interroge ensuite Ma sur son patron, ce qui choque Ma qui lui demande pourquoi il veut savoir où se trouve leur patron. Mugin claque sa main sur la table, disant à Ma qu'il est énervé quand il doit poser une question plus d'une fois. Mugin est sur le point de se déchaîner lorsque le chef de la secte, Shai Wangjil, apparaît dans la pièce. Mugin est surpris de voir un visage laid qui s'avère être le chef de la secte. Choi avoue que ces hommes lui ont déjà parlé de Mugin, et Mugin lui demande pourquoi il est si difficile de le voir. Mugin ne se retient pas de le narguer, lui disant qu'il a un visage laid. Derrière Che se tient un type intéressant, et Mugin demande si ce type est son serviteur. Une pure méchanceté émane de ce type, et il s'avère être Black Crow, la mort venue de la secte sociale. Black Crow réprimande Mugin parce qu'il lorgne sur son argent. Et même s'il lui avait été dit d'éviter la secte sociale, Mugin s'est retrouvé à en fixer un. Mugin dit simplement au type de fermer sa bouche s'il ne veut pas mourir. Black Crow se précipite avec colère sur Mugin, prêt à le déchiqueter, ce qui effraie Sok. Mugin ne ressent aucune menace venant de Black Crow car il est déterminé à abattre quiconque se mettra en travers de son chemin. Mugin jette une baguette sur Black Crow, et avec tellement de puissance derrière, elle lui perce la main. C'est alors que Black Crow réalise que Mugin n'est pas un type ordinaire, et qu'il doit le prendre au sérieux. Mugin dit alors à Black Crow qu'il ne veut aucun compliment de quelqu'un d'aussi nul que lui, mais cela met Black Crow en colère, et il court de nouveau avec colère vers Mugin. Cette fois, Mugin décide de le rencontrer à mi-chemin, et il court vers lui, mais disparaît soudainement juste devant lui. Il apparaît derrière lui, le choquant. Black Crow lance frénétiquement des coups de poing sur Mugin, mais il les esquive facilement tout en montrant clairement qu'il se joue de lui. Black Crow n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi jeune que Mugin esquive réellement ses attaques. Mugin décide alors de faire un trou de plus dans Black Crow. Mugin enfonce la baguette dans son œil gauche, lui causant tellement de douleur que son cri effraie ceux qui regardent. Black Crow tombe à genoux en traitant Mugin de tous les noms, lui disant que la secte sociale viendra le chercher pour avoir attaqué un membre. Mugin est intéressé de voir ce dont la secte est capable, et il donne un coup de pied dans la tête de Black Crow tout en lui disant d'inciter la secte sociale à venir l'attaquer autant qu'elle le souhaite. Cependant, avant que la secte n'arrive, Mugin fait savoir à Black Crow qu'il ne quittera pas la pièce vivant. À ce moment-là, Black Crow commence à supplier, disant à Mugin qu'il est prêt à lui donner tout ce qu'il veut tant qu'il lui laisse la vie. Mugin est surpris que Black Crow désire vivre, mais puisqu'il lui a offert de la richesse, Mugin s'abstient de l'envoyer dans l'au-delà. Black Crow dit que toute sa richesse est à Daking, mais il promet de la rapporter.
Mugen est prêt à accepter le marché, mais il lui assure qu'il est un homme mort s'il ne revient pas avec l'argent. La peur rampant dans son corps, il s'enfuit en promettant d'être de retour aussi vite qu'il le peut. Une fois qu'il a fini de s'occuper du Black Crow, il se tourne vers Tché, qui est déjà en train de pisser sur lui, et il lui dit qu'il est temps qu'il règle leurs dettes. Tché tombe immédiatement à genoux, suppliant d'être épargné tout en promettant de donner tout ce qu'il a. Mugen rit de cela, disant à Tché qu'il n'a rien à lui offrir car ses propriétés sont déjà les siennes. Tché est confus quand il entend cela, et Mugen lui dit d'ajouter les bénéfices qu'il a tirés des roturiers en plus des vies qu'il a ruinées en manipulant les clans martiaux pour égaliser ses biens. Les larmes aux yeux, Tché dit qu'il est prêt à tout donner à Mugen, mais cela énerve Mugen, et il brise le cerveau de Tché, lui rappelant qu'il ne peut pas lui offrir ce qu'il a déjà. La peur s'empare de tous ceux qui regardent cela, et Mugen se tourne vers eux, leur demandant qui le poursuit dans la ligne de commandement. Ma s'avance rapidement, disant qu'il est le chef adjoint de la secte, et il tombe à genoux en suppliant d'être épargné. Il promet à Mugen qu'il va vivre honnêtement si on lui donne une autre chance. Parce qu'il a plaidé sincèrement, Mugen a décidé de lui laisser la vie. Mugen demande ensuite à Ma combien valait Tché, et Ma commence par sa maison. Il dit que tout vaut 4000 pièces d'or, et les actifs de Bongo sont d'environ 10 000 pièces d'or. De plus, il y a un tribut de 500 pièces d'or de la secte Sozil. En gros, tout totalise plus de 20 000 pièces d'or, et Mugen mentionne qu'il veut que tout lui revienne. Ma lui dit alors qu'il va tout préparer et lui apporter. Mugen est ravi d'entendre cela car il veut que tout soit géré sans délai. Une fois que Ma est parti, Mugen fixe les autres officiers de la secte avec une expression très mortelle, et il leur dit de commencer à négocier leur vie. Cela les choque, et il leur rappelle que Ma est la seule personne à qui il a promis d'épargner. La peur les saisit, et il commence à supplier d'être épargné. Peu de temps après, Mugen rentre chez lui avec plusieurs boîtes remplies de trésors et d'argent, laissant Do choqué. Il dit à Do que chacune des boîtes contient environ 400 pièces d'or. Do essaie de rappeler à Mugen que la secte Bongo est soutenue par la secte Sozil. Cependant, le problème principal n'est pas la secte Sozil, mais qui est allié avec eux, et c'est un type effrayant nommé Jusugong. Du ajoute que la secte ajoute également que la secte a le Black Crow et le Red Crow aussi. Au moment où il entend Black Crow, Mugen dit à Du qu'il s'est déjà occupé de lui. Cela choque Do, et Mugen dit à Do de ne pas le placer au même niveau que lui ou Joe parce que quiconque vient chercher des ennuis au clan finira 6 pieds sous terre. Après avoir dit cela, il dit à Do d'aller lui chercher du bœuf, et il ordonne également que ses frères et sœurs soient bien nourris quand ils reviendront. Alors que Mugen se retourne pour partir, Do n'arrive pas à croire que Mugen ait déjà mis la peur dans Black Crow, qui est considéré comme une menace dans toute la région. Do réalise fondamentalement que Mugen est totalement différent de la personne qu'il connaissait autrefois. Pendant ce temps, Choi Yeon a engagé des assassins pour éliminer tout ce qui est cher à Mugen, mais elle leur ordonne de ramener l'un des enfants vivants. Dans le passé, le clan Flammua était assez prospère, et l'homme remarquable connu sous le nom d'empereur de la flamme suscitait l'admiration d'innombrables artistes martiaux qui l'observaient toujours. Il a même reçu des éloges du prestigieux clan Tang du Sichuan. En une seule génération, le clan Flammua est devenu un clan martial que personne ne pouvait ignorer. Ceux qui sont considérés comme des artistes martiaux de pointe y réfléchissent même à 2 fois avant de s'en prendre au clan Flammua. À cause de cela, il fut un temps où les habitants de Xishan applaudissaient avec passion chaque fois que les membres du clan marchaient dans les rues. Cependant, après la mort de l'empereur de la flamme, le prochain patriarche a montré à quel point il était nul. Et à cause de cela, le clan Flammua a progressivement décliné. Ceux qui avaient été fidèles à la famille ont commencé à s'éloigner les uns après les autres. Avec cela, l'image de l'empereur qui régnait autrefois sur son monde s'est divisée entre ceux qui se souviennent de lui et ceux qui ne s'en souviennent pas. Mais la seule chose qui reste est qu'il est un homme extraordinaire. En raison de l'immense aura que Mugen a en marchant, les anciens commencent à le comparer au défunt empereur. Peu de temps après, des guerriers blessés se présentent pour dire à Deo qu'ils ont été pris en embuscade par des assassins, et l'aîné Joe et un groupe de guerriers sont les seuls à combattre les assassins. Au moment où Do entend cela, il réalise que les 2 jeunes sont en danger, et il dit aux guerriers d'avertir immédiatement Mugen pendant qu'il le devance. Dans la forêt, Joe se retrouve face aux assassins puisque les guerriers avec lui ont été abattus. Même face à un immense danger, il se tient fort avec toute la volonté de protéger les enfants. Juste au moment où il est sur le point d'être dépassé, Deo se présente juste à temps pour lui donner un coup de main. Cela énerve les assassins car ils avaient presque accompli leur mission avant que Deo ne se présente. Le chef des assassins hurle sur ses hommes, leur disant d'abattre les 2, et une autre série de combats féroces s'ensuit. Deo parvient à échanger quelques coups avec les assassins, mais la vieillesse le rattrape bientôt, et les assassins prennent le dessus. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est coupé à l'épaule, ce qui le fait reculer. L'un des assassins se donne alors pour mission de tuer Do et dit à ses camarades de tuer l'un des enfants. Il repousse Do, le forçant à rester sur la défensive, mais Do refuse de reculer. Quelques instants plus tard, Do est très gravement blessé et hurle de douleur. Deo s'écrase au sol, incapable de se défendre ou de défendre les enfants. Comme Deo est hors course, les assassins concentrent leur attention sur les enfants, demandant lequel ils vont tuer ou épargner.
Même si Dojin ne peut rien faire pour aider, il reste sur ses positions pour défendre sa sœur, et les assassins décident que ce sera lui qui mourra. Au moment où ils sont sur le point d'abattre Dojin, la voix de Mujin résonne dans la forêt, leur disant de s'arrêter là où ils sont. Il a l'air absolument menaçant alors qu'il se précipite vers eux à une grande vitesse, mais les assassins n'ont pas l'air effrayés car Mujin était auparavant connu comme un déchet. Le chef des assassins dit alors à ses hommes de tuer Mujin puisqu'il a décidé de se mettre en travers de leur chemin. L'un des assassins se précipite vers Mujin, mais Mujin l'utilise comme première cible pour sa rage. Il brise l'épée du type avec peu ou pas d'effort avant de lancer une frappe verticale qui coupe le type en deux. Sans perdre de temps, il dépasse le type et se dirige vers le reste des assassins. Au moment où il voit à quel point il est fou, le chef des assassins ordonne à ses hommes de se rassembler et d'abattre Mujin immédiatement. Le groupe se ligue rapidement contre lui, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Mujin active la 5e forme des 9 épées sans égale, appelée la technique du tueur d'armée, et il les tranche tous comme du papier de soie. L'un d'eux essaie de prendre l'avantage sur Mujin, mais il esquive facilement avant de soulager le type de sa tête. C'est alors que l'assassin survivant se rend enfin compte qu'il affronte un monstre. Avant même qu'il ne puisse faire un autre mouvement, son bras droit a quitté son corps et il hurle de douleur. Mujin lui dit alors de ne plus bouger s'il veut rester parmi les vivants. Mujin se retourne et voit Joe et Dedo à se relever, et Dojin couvre les yeux de sa sœur pour qu'elle ne voie pas le carnage qui se déroule devant eux. Dojin assure à sa sœur qu'ils n'ont rien à craindre car Mujin est apparu et a battu tous les méchants. Mujin s'approche des deux et leur demande s'ils vont bien. Dojin lui assure qu'ils vont bien, et Mujin suggère qu'ils ont dû avoir peur. Mais Dojin lui dit que non, affirmant qu'il est le fils d'un maître martial. Mujin est soulagé d'entendre cela, et il tapote la tête du garçon pour son courage. Il dit ensuite au vieil homme Joe de ramener les guerriers blessés et ses frères et sœurs au domaine. Au moment où le groupe part, Mujin tourne son attention vers le dernier assassin, lui disant de ne pas parler de son bras coupé. Mujin lui demande ensuite s'il a été envoyé par le groupe de marchands Shungwa. Le type hésite avant de répondre, et Mujin lui dit qu'il pourrait lui épargner la vie s'il répond honnêtement. L'assassin devient curieux en entendant cela, et il révèle rapidement que Choi Yeon les a engagés par l'intermédiaire de la faction de la forêt de la mort. Après avoir dit à Mujin ce qu'il sait, il lui demande s'il va le laisser partir comme il l'a dit. Mujin lui dit alors de retourner chez Choyon pour lui dire qu'il a anéanti le groupe qu'elle a envoyé après ses frères et sœurs et de lui faire savoir qu'il vient chercher sa tête ensuite. Plus tard, tout le monde a les yeux rivés sur Mujin alors qu'il marche dans la rue avec son corps trempé de sang. Ceux qui l'ont méprisé dans le passé ne pouvaient plus le faire car ils ne peuvent pas risquer de devenir l'une de ses victimes. Les gens sont curieux de savoir si le prodige qu'ils ont connu quand il était enfant est enfin de retour. Après s'être assuré qu'il a récolté suffisamment d'aura dans la rue, Mujin rentre enfin chez lui, et Mazak accourt pour l'accueillir, mais Mujin écarte sa tête. Il demande à Mazak si tous les guerriers blessés sont dans la salle de médecine, et il répond oui. Mazak révèle que Dojin et sa sœur se reposent également dans leur chambre pour reprendre des forces. Mujin est heureux d'entendre cela, et il dit à Mazak de lui préparer un bain. Quelques instants plus tard, Mujin se plonge dans le bon bain préparé pour lui par Mujin. Pendant qu'il prend son bain, il pense à ses frères et sœurs et à son désir de les empêcher de voir le mal dans le monde. Même s'ils sont des enfants d'un clan Marshall, Mujin ne pense pas qu'il soit juste qu'ils soient exposés à la cruauté à un jeune âge. Cependant, en même temps, il craint de projeter sa peur passée sur eux. Le lendemain, à la salle de médecine, Mujin s'approche du vieil homme Joe pour lui poser des questions sur le manuel d'art de la flamme rouge. Joe est choqué quand il entend cela, et Mujin lui demande pourquoi il est surpris. Joe lui demande pourquoi il demande le manuel, et Mujin se rend compte que Joe craint qu'il ne rechute et ne déchire tout. Joe répond soudainement que ce n'est pas sa raison, et Mujin lui dit essentiellement qu'il prévoit de s'entraîner seul puisque Joe est actuellement hors service. Mujin peut également voir que Joe doute de sa capacité, mais Joe le nie. Mujin assure alors à Joe qu'il n'a pas à s'inquiéter car il ne va pas piquer une crise. Réalisant que Mujin n'a pas de mauvaises intentions, Joe lui fournit finalement le manuel. Après le départ de Mujin, Joe exprime son inquiétude à Do, lui demandant s'il n'a pas pris la mauvaise décision en donnant le manuel à Mujin. Do lui dit de ne pas s'inquiéter car Mujin a fait preuve d'un excellent maniement de l'épée ces derniers temps. Do dit que c'est grâce à Mujin qu'ils ont pu survivre à la tentative d'assassinat. Du ajoute également que Mujin semble avoir été guéri, et il pense que le traitement du taoïste fonctionne. Joe convient que le traitement fonctionne, mais en même temps, il se demande si le traitement aide également avec ses compétences en arts martiaux. Du dit également que l'amélioration soudaine de Mujin est à noter, et il pense qu'il a eu une rencontre fatidique car c'est la seule explication à son amélioration soudaine. Joe est satisfait de la façon dont les choses se passent, et il pense que le déclin du clan touche enfin à sa fin. Au terrain d'entraînement, Mujin appelle ses frères et sœurs pour les entraîner. Mujin leur explique le concept de l'entraînement, leur disant qu'ils doivent bouger très fluidement. Il mentionne qu'il s'agit d'une technique de mouvement fondamentale qu'il a créée lui-même sur la base d'innombrables expériences de combat réels. Les deux sont impressionnés quand ils entendent cela, et Soyon intervient en exprimant son choc puisque le vieil homme Joe a affirmé que Mujin n'a pas de véritable expérience de combat. Dojin n'arrive pas à croire que sa sœur dit les choses telles qu'elles sont.
Mujin suggère alors de passer les discussions ennuyeuses, et il dit aux deux de venir à lui avec la technique de base du point qu'ils ont apprise. Les deux prennent leur pause, et ils viennent après Mujin en même temps, mais leur mouvement laisse Mujin finalement déçu. La démonstration des deux a fait se demander à Mujin si les deux étaient vraiment issus d'un clan martial. Il se rend compte que les deux manquent du mouvement de base pour même être considérés comme des arts martiaux. Frustré par la mauvaise démonstration qu'ils font, il leur dit de s'arrêter. Il dit qu'ils doivent arrêter de s'entraîner pour la journée parce qu'il a mal à la tête. Les deux sont surpris qu'ils prétendent avoir mal à la tête alors qu'ils n'ont même pas touché sa tête. Mujin ment alors que les deux sont plus doués qu'ils ne le pensaient. Il leur dit que la seule chose qu'ils doivent faire pour le moment est de renforcer leur corps avant d'apprendre des techniques avancées. Après le départ des deux, Mujin se rend compte qu'il a une tâche importante à accomplir, et ce ne sera pas facile. Il se rend alors compte que son maître a dû avoir du mal à l'entraîner aussi. Néanmoins, Mujin est prêt à rendre au clan sa grandeur car c'est lui qui est à blâmer pour ce qui s'est passé. En plus de cela, Mujin a pour objectif de vaincre la seule personne qu'il n'a pas réussi à vaincre dans sa vie antérieure. Mujin saisit alors son épée, et il commence son entraînement en solo. Et il voit clairement que l'épée est devenue très légère dans sa main. Il comprend également que sa vitesse augmente avec chaque répétition des formes de l'épée. Quelques jours plus tard, Du et Joe reprennent enfin leur service. Maezok lui dit qu'ils ont fait tout ce qu'il a demandé, et il les félicite pour leur excellent travail, mais Maezok en voulait plus. Mujin lui rappelle avec colère ce qui se serait passé s'il était arrivé un peu plus tard. Mujin avertit ensuite les anciens, leur disant qu'ils vont mourir s'ils refont une telle bêtise. Les deux le reconnaissent, et ils s'inclinent devant Mujin tout en s'excusant d'avoir été stupides. Quelques instants plus tard, le taoïste qui a soigné Mujin, Yunsu, se présente. Mujin ne sait pas qui il est, et il l'a déjà insulté avant que Maezak ne lui dise que c'est le taoïste qui l'a soigné. Mazak s'excuse auprès du vieil homme en disant que Mujin ne s'est pas complètement rétabli, c'est pourquoi il agit comme ça. Mais Mujin le renvoie pour avoir dit des bêtises sur lui. Mujin décide alors de jouer le jeu, et il dit au vieil homme qu'il est désolé de ne pas l'avoir reconnu. Mujin exhorte l'homme à le suivre car il doit être épuisé par son long voyage. Quelques jours plus tôt, Masok avait parlé à Mujin du prêtre taoïste, disant qu'il avait hérité de la lignée taoïste de la secte Wudeng. Massach affirme que Mujin a été guéri grâce à l'énergie positive de guérison du prêtre, et il révèle que l'intendant en chef a payé une somme énorme pour inviter le taoïste. Aujourd'hui, Mujin est heureux de rencontrer enfin l'homme, c'est pourquoi il l'invite à l'intérieur du complexe. Mujin lui demande ensuite s'il est vrai qu'il a hérité de la lignée taoïste de la secte Wudeng, et Yunso le confirme tout en se montrant cool. Il mentionne qu'il est le seul taoïste à avoir hérité de l'essence de la véritable lignée de la secte Wudeng. Au moment où Mujin entend cela, il tape du pied et lui demande avec tout le sérieux possible s'il est vraiment l'immortel blanc de Wudeng car il n'a jamais entendu parler d'un successeur de la lignée taoïste de Wudeng encore en vie. Yunso veut faire l'idiot, mais Mujin lui fait savoir qu'il a un peu de temps pour se confesser avant qu'il ne change d'avis. Le taoïste maintient son innocence, demandant à Mujin s'il doute de la seule personne qui l'a guéri, mais Mujin sort immédiatement sa grande épée. Il dit à Yunso que puisqu'il prétend être un taoïste, il dit qu'il ne devrait avoir aucun problème à esquiver son coup. Mujin balance son épée et manque de peu de couper le vieil homme en deux, mais le coup laisse un énorme trou dans le sol. Maezak et les anciens paniquent quand ils voient ça parce qu'ils croient qu'il devient fou. Mujin dit au trio de se taire et de lui apporter de l'eau parce qu'il veut leur montrer quelque chose de drôle. Au moment où l'eau arrive, Mujin trempe Yunso avec. Yunso essaie toujours d'agir comme s'il ne savait rien. Alors qu'il demande à Mujin si c'est ainsi qu'il rende la gentillesse dans le clan, Mujin l'ignore et saisit sa longue barbe, qui se détache immédiatement, choquant les anciens et Maezok. Même Yunso réalise qu'il est foutu parce qu'ils ont découvert qu'il portait une fausse barbe. Mujin se moque de lui, disant qu'il a même fait de son mieux pour coller la barbe avec soin. Yunso se retrouve bientôt à répondre à Mujin et à ses serviteurs, et Mazuk demande à Mujin ce qu'il prévoit de faire au type. Mujin répond qu'il n'a pas l'intention de laisser partir Yunso, et il dit qu'il pourrait simplement lui couper les membres et le transformer en eunuque aussi. Yunso panique quand il entend ça, et il commence à supplier Mujin de l'épargner. Mujin lui assure qu'il n'a pas l'intention de le tuer car s'il le fait, il n'aura aucun moyen de récupérer son argent. Mujin dit qu'il veut juste lui couper les membres, mais Yun supplie de peur, disant à Mujin de laisser ses parties du corps intactes. Yunso promet de rendre tout l'argent qu'il a escroqué. Mujin accepte le marché, mais lui fait savoir qu'il va aussi lui faire payer pour ne pas lui avoir coupé les membres et la virilité. Effrayé pour ses membres, Yunso dit à Mujin qu'il est prêt à rembourser n'importe quel montant tant que Mujin le laisse entier. Mujin demande alors combien le type lui a pris, et Do révèle qu'il lui a payé 50 naïans d'or. Mujin entend cela et exprime sa déception quant à la crédulité de Do d'avoir été victime de l'escroquerie de Yunso. Pour sa défense, Do dit qu'il a entendu dire que Yunso était un grand guérisseur. Mujin se tourne ensuite vers Yunso, lui disant que la première chose qu'il va faire est de rembourser les 50 pièces d'or. Yunso révèle son intention de rembourser l'argent, mais affirme que l'argent est de retour à sa résidence à Jinyung. Sans hésitation, Mujin lui dit de montrer le chemin à Jinyung, qui est à 4 heures de là.
Duejio demande s'ils doivent venir, mais Mujin leur dit qu'il n'y a pas besoin de ça puisqu'ils sont encore en train de se rétablir. Il les exhorte à rester à la maison et à s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'il part avec Yoon-so, du sent l'inquiétude de Jo, et il l'exhorte à faire confiance au type sur cette question car il n'est plus l'homme qu'il était auparavant. Quelques instants plus tard, ils arrivent à l'endroit où la voiture de Yoon-so attend, et Mujin est choqué de voir le type de voiture luxueuse que le type conduit. Cela montre essentiellement à quel point son entreprise d'escroquerie se porte bien. Mujin est encore plus époustouflé quand il entre dans la voiture et voit à quel point elle est décorée. L'intérieur est recouvert de coton et fini avec du cuir, et Yoon-so dit que c'est parfaitement fait parce qu'il voyage beaucoup, donc le confort est une nécessité. Mujin sourit, disant que Yoon-so a une forte éthique de travail pour quelqu'un qui est cuisinier, et il lui demande pourquoi il ne fait pas un travail honnête puisqu'il est un professionnel. Yoon-so incline la tête devant Mujin, lui assurant qu'il va se lancer dans quelque chose de légitime à partir de ce moment. Mujin s'allonge alors confortablement, disant au vieil homme qu'il a besoin de dormir. Il suggère qu'il le réveille quand ils seront arrivés à destination. Yoon-so reconnaît l'ordre et assure à Mujin qu'il le réveillera dès leur arrivée. Au fond de lui, Yoon-so nourrit de mauvaises intentions envers Mujin, et il est impatient de lui montrer ce qui arrive quand quelqu'un lui fait du tort. La voiture part bientôt, et après quelques heures de voyage, ils arrivent dans une zone très silencieuse et isolée de la forêt. Yoon-so sort de la voiture pour rencontrer une connaissance qui semble être un bandit. Il dit au type que Mujin dort profondément à l'intérieur de la voiture. Il dit au bandit de le traîner dehors et d'en faire un exemple. Le grand type est excité de faire ça parce qu'il ne sait pas pourquoi quelqu'un s'en prendrait aux affaires d'un taoïste. Le grand type entre dans la voiture et envoie un coup de poing à Mujin. Juste au moment où son coup de poing est sur le point d'atterrir, Mujin se retourne pour bloquer le coup de poing avec son épée. Mujin sourit diaboliquement en demandant s'ils sont déjà arrivés. Mujin est dégoûté par le type qui se tient au-dessus de lui, et il l'envoie voler hors de la voiture, choquant Yoon-so. Le bandit sent l'impact du coup de Mujin ramper à travers son corps, et il décide de devenir sérieux car l'affirmation selon laquelle Mujin est impressionnant n'est pas une fausse affirmation. Mujin sort lentement de la voiture, demandant à Yoon-so quand leur destination a fini par être une forêt isolée. Mujin réalise finalement qu'il est aussi une cible pour le taoïste. Il pensait que c'était juste un escroc, mais il a ensuite compris qu'il avait aussi d'autres plans. Mujin ne s'offusque pas de ça parce qu'il cherchait de l'action de toute façon. Mujin libère une aura écrasante de son corps tout en disant au grand type qu'il aimerait voir de quoi il est fait. Le grand type peut sentir la pression venant de Mujin, et il appelle le reste de son gang à sortir pour qu'ils puissent tous les deux abattre Mujin ensemble. 3 autres grands types émergent de leur cachette, et il s'avère qu'ils sont connus comme les 4 démons de Zhongshan. Au moment où Mujin les regarde bien, il peut voir qu'ils manient l'énergie démoniaque, mais il ne dit rien à ce sujet. Mujin fait référence à la variété de leurs armes et leur dit qu'il aimerait voir la profondeur de leurs compétences. Sans perdre plus de temps, Mujin se précipite vers le chef de l'équipe et l'éloigne de ses coéquipiers. Il le met sur la défensive alors qu'il continue de lancer une série d'attaques sur lui. Le reste de l'équipe réalise bientôt que Mujin n'en veut qu'au type, et il se mobilise pour l'aider. Même le type attaqué ressent le coup sévère des frappes de Mujin. Il compare ses attaques à celles d'une masse lourde. Il perd bientôt l'équilibre, et Mujin lui donne un coup de pied au visage, lui écrasant la bouche. Juste à ce moment-là, le reste de l'équipe rattrape son retard, et le plus proche essaie d'enlever la tête de Mujin avec sa hache. Mais Mujin esquive facilement et livre un puissant coup de coude à son ventre, ce qui provoque un cri de douleur intense chez le type. Les 2 autres essaient de faire tomber Mujin avec une attaque en tenaille, mais il esquive, forçant les 2 à étendre leurs bras. Cela crée une ouverture pour que Mujin puisse facilement frapper l'un d'eux au sol. Mujin poursuit ensuite le dernier type, et le type essaie de bloquer l'attaque de Mujin avec son épée, mais elle se brise juste devant lui. L'épée de Mujin coupe presque le type en 2, mais Mujin se retient. La vie du type défile devant ses yeux, et alors qu'il tremble encore de cela, Mujin l'envoie voler avec un coup de pied puissant à la poitrine. Avec ceci, Mujin met les 4 à terre, et ils sont à genoux luttant pour respirer. Pendant le combat, il a confirmé qu'ils utilisaient des arts démoniaques, mais cela le laisse se demander comment il peut y avoir des arts démoniaques dans les plaines centrales. Mujin les considère comme ses cadets, et il ne veut pas tuer ses cadets. Il réfléchit à ce qu'il doit faire lorsque le chef de l'équipe hurle, disant à Mujin qu'il concède la défaite. Il supplie Mujin de les épargner, et c'est alors que Yoon-so réalise qu'il est foutu parce que Mujin a été capable de vaincre facilement les 4 démons de Zhongshan. Le chef de l'équipe admet qu'ils avaient déjà compris que Mujin était bien au-dessus d'eux après les premiers mouvements. Mujin lui demande alors pourquoi il continuait à plaisanter alors qu'il le savait déjà. Mujin assure au type qu'il va les épargner, mais il va détruire leur noyau d'énergie et sectionner leurs méridiens. Au moment où ils entendent cela, le chef d'équipe se met à genoux et supplie Mujin de ne pas ruiner leur vie d'artistes martiaux parce qu'ils n'ont fait que ce qu'on leur a dit. Mujin dit alors au type d'arrêter de se plaindre parce qu'ils sont déjà vieux. Mujin exige de savoir de qui ils ont appris, et le type fait d'abord semblant d'être confus jusqu'à ce que Mujin lui dise qu'il aimerait connaître son maître. Mujin mentionne qu'il peut clairement voir qu'ils utilisent de l'énergie démoniaque même si elle est pathétique. Mujin est curieux de savoir qui leur a enseigné les arts démoniaques,
et le chef d'équipe révèle qu'ils ne connaissent pas son nom. Mugen est énervé quand il entend cela parce qu'il n'arrive pas à croire qu'ils sont une bande de disciples inutiles qui ne connaissent pas le nom de leur maître. Le chef d'équipe avoue alors que leur maître ne leur a jamais dit son nom, et il ajoute également qu'ils ne devraient pas chercher ses autres disciples. Mugen répond qu'ils auraient dû simplement baisser la tête et apprendre des arts martiaux nuls au lieu de se livrer au banditisme. Le chef d'équipe corrige rapidement l'idée fausse de Mugen, disant qu'ils ne sont pas des voleurs. Il mentionne qu'ils n'ont aidé que pour les affaires de leur frère en parallèle. Mugen est surpris quand il entend cela, et il les gronde pour l'avoir aidé même s'ils savent ce que sont les affaires de Yunso. C'est alors que le chef d'équipe révèle qu'il croyait qu'il était dans le secteur du sauvetage de vie. Mugen décide de les laisser partir, et il leur dit d'arrêter d'être les laquais de Yunso. Il menace de les tuer s'ils les voient encore faire de mauvaises choses. Le chef d'équipe remercie Mugen d'avoir eu pitié d'eux, et Mugen se tourne vers Yunso, lui disant que le montant de la facture qu'il va payer vient d'augmenter. En fait, il va payer pour avoir touché à sa santé mentale, et cela laisse Yunso totalement horrifié. Après le départ du chariot, les 4 frères réalisent soudainement que Mugen est quelqu'un qui mérite d'être leur maître. Les 4 hommes poursuivent alors le chariot et le font arrêter. Mugen se demande pourquoi le chariot s'est arrêté jusqu'à ce qu'il en sorte pour trouver les 4 hommes se prosternant devant lui et l'appelant chef. Les 4 lui disent qu'ils lui promettent leur loyauté avec l'assurance qu'ils vont le servir jusqu'à leur mort. Il supplie Mugen de les accueillir, mais Mugen croit que les 4 souffrent d'avoir été battus par lui. Il essaie de les rejeter, mais les 4 rugissent encore plus fort, exigeant qu'ils prennent soin de tout en révélant qu'ils sont encore assez jeunes. Cela surprend Mugen qui pense que les 4 sont de vieux types puisqu'ils ont tous des visages laids. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez la prochaine partie dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne, appuyez sur la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.